Bonjour, on se retrouve pour la suite de l'esprit des lois. On en était resté au chapitre 4 des lois somptuaires dans les monarchies. Les Suyons, nation germanique, rendent honneur aux richesses, dit Tacite, ce qui fait qu'ils vivent sous le gouvernement d'un seul. Cela signifie bien que le luxe est singulièrement propre aux monarchies et qu'il n'y faut point de lois somptuaires. Comme par la constitution des monarchies, les richesses y sont inégalement partagées, il faut bien qu'il y ait du luxe. Si les riches n'y dépensent pas beaucoup, les pauvres mourront de faim. Il faut même que les riches y dépensent à proportion de l'inégalité des fortunes, et que, comme nous l'avons dit, le luxe y augmente dans cette proportion. Les richesses particulières n'ont augmenté que parce qu'elles ont ôté à une partie des citoyens le nécessaire physique. Il faut donc qu'il leur soit rendu. Ainsi, pour que l'État monarchique se soutienne, le luxe doit aller en croissant, du laboureur à l'artisan, au négociant, aux nobles, aux magistrats, aux grands seigneurs, aux traitants principaux, aux princes, sans quoi tout serait perdu. Dans le Sénat de Rome, composé de graves magistrats, de jurisconsultes et d'hommes pleins de l'idée des premiers temps, on proposa sous Auguste la correction des mœurs et du luxe des femmes. Il est curieux de voir dans Dion avec quel art il éluda les demandes importunes de ses sénateurs. C'est qu'il fondait une monarchie et dissolvait une république. Sous Tibère, les édiles proposèrent dans le Sénat le rétablissement des anciennes lois somptuaires. Ce prince, qui avait des lumières, s'y opposa. L'État ne pourrait subsister, disait-il, dans la situation où sont les choses. Comment Rome pourrait-elle vivre? Comment pourraient vivre les provinces? Nous avions de la frugalité lorsque nous étions citoyens d'une seule ville. Aujourd'hui, nous consommons les richesses de tout l'univers. On fait travailler pour nous les maîtres et les esclaves. Il voyait bien qu'il ne fallait plus de lois somptuaires. Lorsque, sous le même empereur, on proposa au Sénat de défendre aux gouverneurs de mener leurs femmes dans les provinces, à cause des dérèglements qu'elles y apportaient, cela fut rejeté. On dit que les exemples de la dureté des anciens avaient été changés en une façon de vivre plus agréable. On sentit qu'il fallait d'autres mœurs. Le luxe est donc nécessaire dans les États monarchiques. Il l'est encore dans les États despotiques. Dans les premiers, c'est un usage que l'on fait de ce qu'on possède de liberté. Dans les autres, c'est un abus qu'on fait des avantages de sa servitude. Lorsqu'un esclave choisi par son maître pour tyranniser ses autres esclaves, incertain pour le lendemain de la fortune de chaque jour, n'a d'autre félicité que celle d'assouvir l'orgueil, les désirs et les voluptés de chaque jour. Tout ceci mène à une réflexion. Les républiques finissent par le luxe, les monarchies par la pauvreté. Chapitre 5. Dans quel cas les lois somptuaires sont utiles dans une monarchie? Ce fut dans l'esprit de la République ou dans quelques cas particuliers qu'au milieu du XIIIe siècle on fit en Aragon des lois somptuaires. Jacques Ier ordonna que le roi, ni aucun de ses sujets, ne pourrait manger plus de 2 sortes de viande à chaque repas, et que chacune ne serait préparée que d'une seule manière, à moins que ce ne fût du gibier qu'on eût tué soi-même. On a fait aussi de nos jours en Suède des lois somptuaires, mais elles ont un objet différent de celles d'Aragon. Un État peut faire des lois somptuaires dans l'objet d'une frugalité absolue. C'est l'esprit des lois somptuaires des républiques, et la nature de la chose fait voir que ce fut l'objet de celle d'Aragon. Les lois somptuaires peuvent avoir aussi pour objet une frugalité relative. Lorsqu'un État sentant que des marchandises étrangères d'un trop haut prix demanderaient une telle exportation des siennes,
qu'il se priverait plus de ses besoins qu'il se priverait plus de ses besoins par celle-ci qu'il n'en satisferait par celle-là, en défend absolument l'entrée. Et c'est l'esprit des lois que l'on a faites de nos jours en Suède. Ce sont les seules lois somptuaires qui conviennent aux monarchies. En général, plus un État est pauvre, plus il est ruiné par son luxe relatif. Et plus, par conséquent, il lui faut de lois somptuaires relatives. Plus un État est riche, plus son luxe relatif l'enrichit. Et il faut bien se garder d'y faire des lois somptuaires relatives. Nous expliquerons mieux ceci dans le livre sur le commerce. Il n'est ici question que du luxe absolu. Chapitre 6. Du luxe à la Chine. Des raisons particulières demandent des lois somptuaires dans quelques États. Le peuple, par la force du climat, peut devenir si nombreux, et d'un autre côté les moyens de le faire subsister peuvent être si incertains, qu'il est bon de l'appliquer tout entier à la culture des terres. Dans ces États, le luxe est dangereux et les lois somptuaires y doivent être rigoureuses. Ainsi, pour savoir s'il faut encourager le luxe ou le proscrire, on doit d'abord jeter les yeux sur le rapport qu'il y a entre le nombre du peuple et la facilité de le faire vivre. En Angleterre, le sol produit beaucoup plus de grains qu'il ne faut pour nourrir ceux qui cultivent les terres et ceux qui procurent les vêtements. Il peut donc y avoir des arts frivoles et par conséquent du luxe. En France, il croît assez de blé pour la nourriture des laboureurs et de ceux qui sont employés aux manufactures. De plus, le commerce avec les étrangers peut rendre, pour des choses frivoles, tant de choses nécessaires qu'on n'y doit guère craindre le luxe. À la Chine, au contraire, les femmes sont si fécondes et l'espèce humaine s'y multiplie à un tel point que les terres, quelque cultivées qu'elles soient, suffisent à peine pour la nourriture des habitants. Le luxe y est donc pernicieux, et l'esprit de travail et d'économie y est aussi requis dans quelque république que ce soit. Il faut qu'on s'attache aux arts nécessaires et qu'on fuit ceux de la volupté. Voilà l'esprit des belles ordonnances des empereurs chinois. Nos anciens, dit un empereur de la famille des Tang, tenaient pour maxime que s'il y avait un homme qui ne laboura point, une femme qui ne s'occupa point à filer, quelqu'un souffrait le froid ou la faim dans l'Empire. Et, sur ce principe, il fit détruire une infinité de monastères des bonzes. Le troisième empereur de la 21e dynastie, à qui on apporta des pierres précieuses trouvées dans une mine, la fit fermer, ne voulant pas fatiguer son peuple à travailler pour une chose qui ne pouvait ni le nourrir, ni le vêtir. Notre luxe est si grand, dit Kiai-Venti, que le peuple orne de broderies les souliers des jeunes garçons et des filles qu'il est obligé de vendre. Tant d'hommes étant occupés à faire des habits pour un seul, le moyen qu'il n'y ait bien des gens qui manquent d'habits, il y a 10 hommes qui mangent le revenu des terres contre un laboureur. Le moyen qu'il n'y ait bien des gens qui manquent d'aliments. Chapitre 7. Fatale conséquence du luxe à la Chine. On voit dans l'histoire de la Chine qu'elle a eu 22 dynasties qui se sont succédées. C'est-à-dire qu'elle a éprouvé 22 révolutions générales, sans compter une infinité de particulières. Les 3 premières dynasties durèrent assez longtemps parce qu'elles furent sagement gouvernées et que l'empire était moins étendu qu'il ne le fut depuis. Mais on peut dire en général que toutes ces dynasties commencèrent assez bien. La vertu, l'attention, la vigilance sont nécessaires à la Chine. Elles y étaient dans le commencement des dynasties et elles manquaient à la fin. En effet, il était naturel que des empereurs nourris dans les fatigues de la guerre, qui parvenaient à faire descendre du trône une famille noyée dans les délices, conservassent la vertu qu'ils avaient éprouvée si utile, et craignassent les voluptés qu'ils avaient vues si funestes. Mais, après ces 3 ou 4 premiers princes,
la corruption, le luxe, l'oisiveté, les délices s'emparent des successeurs. Ils s'enferment dans le palais, leur esprit s'affaiblit, leur vie s'accourcit, la famille décline. Les grands s'élèvent, les eunuques s'accréditent, on ne met sur le trône que des enfants. Le palais devient ennemi de l'empire, un peuple oisif qui l'habite ruine celui qui travaille. L'empereur est tué ou détruit par un usurpateur qui fonde une famille, dont le troisième ou quatrième successeur va dans le même palais se renfermer encore. Chapitre 8 de la continence publique. Il y a tant d'imperfections attachées à la perte de la vertu dans les femmes, toute leur âme en est si fort dégradée. Ce point principal ôté en fait tomber tant d'autres que l'on peut regarder dans un état populaire, l'incontinence publique comme le dernier des malheurs et la certitude d'un changement dans la Constitution. Aussi les bons législateurs y ont-ils exigé des femmes une certaine gravité de mœurs. Ils ont proscrit de leur république non seulement le vice, mais l'apparence même du vice. Ils ont banni jusqu'à ce commerce de galanterie qui produit l'oisiveté, qui fait que les femmes corrompent avant même d'être corrompues, qui donne un prix à tous les riens et rabaisse ce qui est important, et qui fait que l'on ne se conduit plus que sur les maximes du ridicule, que les femmes entendent si bien à établir. Chapitre 9 de la condition des femmes dans les divers gouvernements. Les femmes ont peu de retenue dans les monarchies parce que la distinction des rangs les appelant à la cour, elles y vont prendre cet esprit de liberté qui est à peu près le seul qu'on y tolère. Chacun se sert de leurs agréments et de leurs passions pour avancer sa fortune. Et comme leur faiblesse ne leur permet pas l'orgueil, mais la vanité, le luxe y règne toujours avec elles. Dans les états despotiques, les femmes n'introduisent point le luxe, mais elles sont elles-mêmes un objet du luxe. Elles doivent être extrêmement esclaves. Chacun suit l'esprit du gouvernement et porte chez soi ce qu'il voit établi ailleurs. Comme les lois y sont sévères et exécutées sur le champ, on a peur que la liberté des femmes n'y fasse des affaires. Leurs brouilleries, leurs indiscrétions, leurs répugnances, leurs penchants, leurs jalousies, leurs piques, cet art qu'ont les petites âmes d'intéresser les grandes, n'y saurait être sans conséquence. De plus, comme dans ces états, les princes se jouent de la nature humaine. Ils ont plusieurs femmes, et 1000 considérations les obligent de les renfermer. Dans les républiques, les femmes sont libres par les lois et captivées par les mœurs. Le luxe en est banni, et avec lui, la corruption et les vices. Dans les villes grecques, où l'on ne vivait pas sous cette religion qui établit que, chez les hommes même, la pureté des mœurs est une partie de la vertu, dans les villes grecques, où un vice aveugle régnait d'une manière effrénée, où l'amour n'avait qu'une forme que l'on ose dire, tandis que la seule amitié s'était retirée dans les mariages, la vertu, la simplicité, la chasteté des femmes y étaient telles qu'on n'a guère jamais vu de peuple qui ait eu, à cet égard, une meilleure police. Chapitre 10 du tribunal domestique chez les Romains. Les Romains n'avaient pas, comme les Grecs, des magistrats particuliers qui eussent inspection sur la conduite des femmes. Les censeurs n'avaient l'œil sur elles que comme sur le reste de la République. L'institution du tribunal domestique suppléa à la magistrature établie chez les Grecs. Le mari assemblait les parents de la femme et la jugeait devant eux. Ce tribunal maintenait les mœurs dans la République. Mais ces mêmes mœurs maintenaient ce tribunal. Il devait juger non seulement de la violation des lois, mais aussi de la violation des mœurs. Or, pour juger de la violation des mœurs, il faut en avoir. Les peines de ce tribunal devaient être arbitraires, et l'étaient en effet.
car tout ce qui regarde les mœurs, tout ce qui regarde les règles de la modestie, ne peut guère être compris sous un code de loi. Il est aisé de régler par des lois ce qu'on doit aux autres. Il est difficile d'y comprendre tout ce qu'on se doit à soi-même. Le tribunal domestique regardait la conduite générale des femmes, mais il y avait un crime qui, outre l'animadversion de ce tribunal, était encore soumis à une accusation publique, c'était l'adultère. Soit que dans une république, une si grande violation de mœurs intéressa le gouvernement, soit que le dérèglement de la femme put faire soupçonner celui du mari, soit enfin que l'on craignit que les honnêtes gens même n'aimassent mieux cacher ce crime que le punir, l'ignorer que le venger. Chapitre 11. Comment les institutions changèrent à Rome avec le gouvernement. Comme le tribunal domestique supposait des mœurs, l'accusation publique en supposait aussi. Et cela fit que ces deux choses tombèrent avec les mœurs et finirent avec la République. L'établissement des questions perpétuelles, c'est-à-dire du partage de la juridiction entre les prêteurs et la coutume qui s'introduisit de plus en plus que ces prêteurs jugeassent eux-mêmes toutes les affaires, affaiblirent l'usage du tribunal domestique, ce qui paraît par la surprise des historiens, qui regardent comme des faits singuliers et comme un renouvellement de la pratique ancienne les jugements que Tibère fit rendre par ce tribunal. L'établissement de la monarchie et le changement des mœurs firent encore cesser l'accusation publique. On pouvait craindre qu'un malhonnête homme, piqué des mépris d'une femme, indigné de ses refus, outré de sa vertu même, ne formât le dessein de la perdre. La loi Julie ordonna qu'on ne pourrait accuser une femme d'adultère après avoir accusé son mari de favoriser ses dérèglements. Ce qui restreignit beaucoup cette accusation et l'anéantit pour ainsi dire. Sixte V sembla vouloir renouveler l'accusation publique, mais il ne faut qu'un peu de réflexion pour voir que cette loi, dans une monarchie telle que la sienne, était encore plus déplacée que dans tout autre. Chapitre 12. De la tutelle des femmes chez les Romains. Les institutions des Romains mettaient les femmes dans une perpétuelle tutelle, à moins qu'elles ne fussent sous l'autorité d'un mari. Cette tutelle était donnée aux plus proches des parents par mal, et il apparaît par une expression vulgaire qu'elles étaient très gênées. Cela était bon pour la République et n'était point nécessaire dans la monarchie. Il paraît, par les divers codes de loi des barbares, que les femmes chez les premiers Germains étaient aussi dans une perpétuelle tutelle. Cet usage passa dans les monarchies qu'ils fondèrent, mais il ne subsista pas. Chapitre 13. Des peines établies par les empereurs contre les débauches des femmes. La loi Julie établit une peine contre l'adultère. Mais, bien loin que cette loi et celle que l'on fit depuis là-dessus fussent une marque de la bonté des mœurs, elles furent au contraire une marque de leur dépravation. Tout le système politique à l'égard des femmes changea dans la monarchie. Il ne fut plus question d'établir chez elles la pureté des mœurs, mais de punir leurs crimes. On ne faisait de nouvelles lois pour punir ces crimes que parce qu'on ne punissait plus les violations qui n'étaient point ces crimes. L'affreux débordement des mœurs obligeait bien les empereurs de faire des lois pour arrêter à un certain point l'impudicité, mais leur intention ne fut pas de corriger les mœurs en général. Des faits positifs rapportés par les historiens prouvent plus cela que toutes ces lois ne sauraient prouver le contraire. On peut voir dans Dion la conduite d'Auguste à cet égard, et comment il éluda, et dans sa préture et dans sa censure, les demandes qui lui furent faites. On trouve bien dans les historiens des jugements rigides rendus sous Auguste et sous Tibère contre l'impudicité de quelques femmes romaines,
mais en nous faisant connaître l'esprit de ces règnes, ils nous font connaître l'esprit de ces jugements. Auguste et Tibère songèrent principalement à punir les débauches de leurs parentes. Ils ne punissaient point le dérèglement des mœurs, mais un certain crime d'impiété ou de lèse-majesté, qu'ils avaient inventé, utile pour le respect, utile pour leur vengeance. De là vient que les auteurs romains s'élèvent si fort contre cette tyrannie. La peine de la loi Julie était légère. Les empereurs voulurent que, dans les jugements, on augmentât la peine de la loi qu'ils avaient faite. Cela fut le sujet des invectives des historiens. Ils n'examinaient pas si les femmes méritaient d'être punies, mais si l'on avait violé la loi pour les punir. Une des principales tyrannies de Tibère fut l'abus qu'il fit des anciennes lois. Quand il voulut punir quelques dames romaines au-delà de la peine portée par la loi Julie, il rétablit contre elles le tribunal domestique. Ces dispositions à l'égard des femmes ne regardaient que les familles des sénateurs et non pas celles du peuple. On voulait des prétextes aux accusations contre les grands, et les déportements des femmes en pouvaient fournir sans nombre. Enfin, ce que j'ai dit, que la bonté des mœurs n'est pas le principe du gouvernement d'un seul, ne se vérifia jamais mieux que sous ses premiers empereurs. Et si l'on en doutait, on n'aurait qu'à lire Tacite, Suétone, Juvénal et Martial. Chapitre 14. Loi somptuaire chez les Romains. Nous avons parlé de l'incontinence publique parce qu'elle est jointe avec le luxe, qu'elle en est toujours suivie et qu'elle le suit toujours. Si vous laissez en liberté les mouvements du cœur, comment pourriez-vous gêner les faiblesses de l'esprit? À Rome, outre les institutions générales, les censeurs firent faire par les magistrats plusieurs lois particulières pour maintenir les femmes dans la frugalité. Les lois faniennes, liciniennes et oppiennes eurent cet objet. Il faut voir dans Tite-Live comment le Sénat fut agité lorsqu'elles demandèrent la révocation de la loi oppienne. Valère Maxime met l'époque du luxe chez les Romains à l'abrogation de cette loi. Chapitre 15. Des dots et des avantages nuptiaux dans les diverses constitutions. Les dots doivent être considérables dans les monarchies afin que les maris puissent soutenir leur rang et le luxe établi. Elles doivent être médiocres dans les républiques où le luxe ne doit pas régner. Elles doivent être à peu près nulles dans les états despotiques où les femmes sont en quelque façon esclaves. La communauté des biens introduite par les lois françaises entre le mari et la femme est très convenable dans le gouvernement monarchique parce qu'elle intéresse les femmes aux affaires domestiques et les rappelle, comme malgré elles, aux soins de leur maison. Elle l'est moins dans la République où les femmes ont plus de vertus. Elle serait absurde dans les États despotiques où presque toujours les femmes sont elles-mêmes une partie de la propriété du maître. Comme les femmes, par leur état, sont assez portées au mariage, les gains que la loi leur donne sur les biens de leur mari sont inutiles. Mais ils seraient très pernicieux dans une république parce que leurs richesses particulières produisent le luxe. Dans les États despotiques, les gains de noces doivent être leur subsistance et rien de plus. Chapitre 16. Belle coutume des Samnites. Les Samnites avaient une coutume qui, dans une petite république et surtout dans la situation où était la leur, devait produire d'admirables effets. On assemblait tous les jeunes gens et on les jugeait. Celui qui était déclaré le meilleur de tous prenait pour sa femme la fille qu'il voulait. Celui qui avait les suffrages après lui choisissait encore, et ainsi de suite. Il était admirable de ne regarder entre les biens des garçons que les belles qualités et les services rendus à la patrie. Celui qui était le plus riche de ces sortes de biens
choisissait une fille dans toute la nation. L'amour, la beauté, la chasteté, la vertu, la naissance, les richesses même, tout cela était pour ainsi dire la dot de la vertu. Il serait difficile d'imaginer une récompense plus noble, plus grande, moins à charge à un petit État, plus capable d'agir sur l'un et l'autre secte. Les Samnites descendaient des Lacédémoniens, et Platon, dont les institutions ne sont que la perfection des lois de Lycurgue, donna à peu près une pareille loi. Chapitre 17 de l'administration des femmes. Il est contre la raison et contre la nature que les femmes soient maîtresses dans la maison, comme cela était établi chez les Égyptiens, mais il ne l'est pas qu'elles gouvernent un empire. Dans le premier cas, l'état de faiblesse où elles sont ne leur permet pas la prééminence. Dans le second, leur faiblesse même leur donne plus de douceur et de modération. Ce qui peut faire un bon gouvernement plutôt que les vertus dures et féroces. Dans les Indes, on se trouve très bien du gouvernement des femmes. Et il est établi que si les mâles ne viennent pas d'une mère du même sang, les filles qui ont une mère du sang royal succèdent. On leur donne un certain nombre de personnes pour les aider à porter le poids du gouvernement, selon M. Smith. On se trouve aussi très bien du gouvernement des femmes en Afrique. Si l'on ajoute à cela l'exemple de la Moscovie et de l'Angleterre, on verra qu'elles réussissent également, et dans le gouvernement modéré et dans le gouvernement despotique. Livre 8e de la corruption des principes des trois gouvernements. Chapitre 1er. Idée générale de ce livre. La corruption de chaque gouvernement commence presque toujours par celle des principes. Chapitre 2. De la corruption du principe de la démocratie. Le principe de la démocratie se corrompt, non seulement lorsqu'on perd l'esprit d'égalité, mais encore quand on prend l'esprit d'égalité extrême et que chacun veut être égal à ceux qu'il choisit pour lui commander. Pour lors, le peuple, ne pouvant souffrir le pouvoir même qu'il confie, veut tout faire par lui-même, délibérer pour le Sénat, exécuter pour les magistrats et dépouiller tous les juges. Il ne peut plus y avoir de vertu dans les républiques. Le peuple veut faire les fonctions des magistrats, on ne le respecte donc plus. Les délibérations du Sénat n'ont plus de poids, on n'a donc plus d'égard pour les sénateurs et par conséquent pour les vieillards. On n'en aura pas non plus pour les pères. Les maris ne méritent pas non plus de déférence, ni les maîtres plus de soumission. Tout le monde parviendra à aimer ce libertinage. La gêne du commandement fatiguera, comme celle de l'obéissance. Les femmes, les enfants, les esclaves n'auront de permission, n'auront de soumission pour personne. Il n'y aura plus de mœurs, plus d'amour de l'ordre, enfin, plus de vertu. On voit dans le banquet de Xénophon une peinture bien naïve d'une république où le peuple a abusé de l'égalité. Chaque convive donne à son tour la raison pourquoi il est content de lui. Je suis content de moi, dit Charmide, à cause de ma pauvreté. Quand j'étais riche, j'étais obligé de faire ma cour aux calomniateurs, sachant bien que j'étais plus en état de recevoir du mal d'eux que de leur en faire. La République me demandait toujours quelques nouvelles sommes, je ne pouvais m'absenter. Depuis que je suis pauvre, j'ai acquis de l'autorité. Personne ne me menace, je menace les autres. Je puis m'en aller ou rester. Déjà, les riches se lèvent de leur place et me cèdent le pas. Je suis un roi. J'étais un esclave. Je payais un tribut à la République. Aujourd'hui, elle me nourrit. Je ne crains plus de perdre. J'espère d'acquérir. Le peuple tombe dans ce malheur lorsque ceux à qui il se confie, voulant cacher leur propre corruption,
cherchent à le corrompre. Pour qu'ils ne voient pas leur ambition, ils ne lui parlent que de sa grandeur. Pour qu'ils n'aperçoivent pas leur avarice, ils flattent sans cesse la sienne. La corruption augmentera parmi les corrupteurs, et elle augmentera parmi ceux qui sont déjà corrompus. Le peuple se distribuera tous les deniers publics. Et, comme il aura joint à sa paresse la gestion des affaires, il voudra joindre à sa pauvreté les amusements du luxe. Mais, avec sa paresse et son luxe, il n'y aura que le trésor public qui puisse être un objet pour lui. Il ne faudra pas s'étonner si l'on voit les suffrages se donner pour de l'argent. On ne peut donner beaucoup au peuple sans retirer encore plus de lui, mais pour retirer de lui, il faut renverser l'État. Plus il paraîtra tirer davantage de sa liberté, plus il s'approchera du moment où il doit la perdre. Il se forme de petits tyrans qui ont tous les vices d'un seul. Bientôt, ce qui reste de liberté devient insupportable. Un seul tyran s'élève et le peuple perd tout, jusqu'aux avantages de sa corruption. La démocratie a donc deux excès à éviter. L'esprit d'inégalité, qui l'amène à l'aristocratie, ou au gouvernement d'un seul, et l'esprit d'égalité extrême, qui la conduit au despotisme d'un seul, comme le despotisme d'un seul finit par la conquête. Il est vrai que ceux qui corrompirent les républiques grecques ne devinrent pas toujours tyrans. C'est qu'ils s'étaient plus attachés à l'éloquence qu'à l'art militaire, outre qu'il y avait dans le cœur de tous les Grecs une haine implacable contre ceux qui renversaient le gouvernement républicain, ce qui fit que l'anarchie dégénéra en anéantissement au lieu de se changer en tyrannie. Mais Syracuse, qui se trouva placée au milieu d'un grand nombre de petites oligarchies changées en tyrannie, Syracuse qui avait un sénat, dont il n'est presque jamais fait mention dans l'histoire, essuya des malheurs que la corruption ordinaire ne donne pas. Cette ville, toujours dans la licence ou dans l'oppression, également travaillée par sa liberté et par sa servitude, recevant toujours l'une et l'autre comme une tempête, et, malgré sa puissance au dehors, toujours déterminée à une révolution par la plus petite force étrangère, avait dans son sein un peuple immense, qui n'eut jamais que cette cruelle alternative de se donner un tyran ou de l'être lui-même. Chapitre 3, de l'esprit d'égalité extrême. Autant que le ciel est éloigné de la terre, autant le véritable esprit d'égalité l'est-il de l'esprit d'égalité extrême. Le premier ne consiste point à faire en sorte que tout le monde commande, ou que personne ne soit commandé, mais à obéir et à commander à ses égaux. Il ne cherche pas à n'avoir point de maître, mais à n'avoir que ses égaux pour maître. Dans l'état de nature, les hommes naissent bien dans l'égalité, mais ils n'y sauraient rester. La société la leur fait perdre, et ils ne redeviennent égaux que par les lois. Telle est la différence entre la démocratie réglée et celle qui ne l'est pas, que dans la première, on n'est égal que comme citoyen, et que dans l'autre, on est encore égal comme magistrat, comme sénateur, comme juge, comme père, comme mari, comme maître. La place naturelle de la vertu est auprès de la liberté, mais elle ne se trouve pas plus auprès de la liberté extrême qu'auprès de la servitude. Chapitre 4. Cause particulière de la corruption du peuple. Les grands succès, surtout ceux auxquels le peuple contribue beaucoup, lui donnent un tel orgueil qu'il n'est plus possible de le conduire. Jaloux des magistrats, il le devient de la magistrature. Ennemi de ceux qui gouvernent, il l'est bientôt de la Constitution. C'est ainsi que la victoire de Salamine sur les Perses corrompit la République d'Athènes. C'est ainsi que la défaite des Athéniens perdit la République de Syracuse. Celle de Marseille
n'éprouva jamais ces grands passages de l'abaissement à la grandeur. Aussi se gouverna-t-elle toujours avec sagesse, aussi conserva-t-elle ses principes. Chapitre 5 de la corruption du principe de l'aristocratie. L'aristocratie se corrompt lorsque le pouvoir des nobles devient arbitraire. Il ne peut plus y avoir de vertu dans ceux qui gouvernent, ni dans ceux qui sont gouvernés. Quand les familles régnantes observent les lois, c'est une monarchie qui a plusieurs monarques, et qui est très bonne par sa nature, presque tous ces monarques sont liés par les lois. Mais quand elle ne les observe pas, c'est un État despotique qui a plusieurs despotes. Dans ce cas, la République ne subsiste qu'à l'égard des nobles, et entre eux seulement. Elle est dans le corps qui gouverne, et l'État despotique est dans le corps qui est gouverné, ce qui fait les deux corps du monde les plus désunis. L'extrême corruption est lorsque les nobles deviennent héréditaires. Ils ne peuvent plus guère avoir de modération. S'ils sont en petit nombre, leur pouvoir est plus grand. Mais leur sûreté diminue. S'ils sont en plus grand nombre, leur pouvoir est moindre et leur sûreté plus grande. En sorte que le pouvoir va croissant et la sûreté diminuant jusqu'au despote sur la tête duquel est l'excès du pouvoir et du danger. Le grand nombre des nobles dans l'aristocratie héréditaire rendra donc le gouvernement moins violent. Mais comme il y aura peu de vertu, on tombera dans un esprit de nonchalance, de paresse, d'abandon, qui fera que l'État n'aura plus de force ni de ressort. Une aristocratie peut maintenir la force de son principe si les lois sont telles qu'elles fassent plus sentir aux nobles les périls et les fatigues du commandement que ses délices. Et si l'État est dans une telle situation qu'il est quelque chose à redouter, et que la sûreté vienne du dedans et l'incertitude du dehors. Comme une certaine confiance fait la gloire et la sûreté d'une monarchie, il faut au contraire qu'une république redoute quelque chose. La crainte des Perses maintint les lois chez les Grecs. Carthage et Rome s'intimidèrent l'une et l'autre et s'affermirent. Chose singulière, plus ces États ont de sûreté, plus, comme des eaux trop tranquilles, ils sont sujets à se corrompre. Chapitre 6 de la corruption du principe de la monarchie. Comme les démocraties se perdent lorsque le peuple dépouille le Sénat, les magistrats et les juges de leurs fonctions, les monarchies se corrompent lorsqu'on ôte peu à peu les prérogatives des corps ou les privilèges des villes. Dans le premier cas, on va au despotisme de tous. Dans l'autre, au despotisme d'un seul. Ce qui perdit les dynasties Tsin et de Sui, dit un auteur chinois, c'est qu'au lieu de se borner comme les anciens à une inspection générale, seule digne du souverain, les princes voulurent gouverner tout immédiatement par eux-mêmes. L'auteur chinois nous donne ici la cause de la corruption de presque toutes les monarchies. La monarchie se perd lorsqu'un prince croit qu'il montre plus sa puissance en changeant l'ordre des choses qu'en le suivant, lorsqu'il ôte les fonctions naturelles des uns pour les donner arbitrairement à d'autres, et lorsqu'il est plus amoureux de ses fantaisies que de ses volontés. La monarchie se perd lorsque le prince, rapportant tout uniquement à lui, appelle l'État à sa capitale, la capitale à sa cour, et la cour à sa seule personne. Enfin, elle se perd lorsqu'un principe méconnaît son autorité, sa situation, l'amour de ses peuples, et lorsqu'il ne sent pas bien qu'un monarque doit se juger en sûreté, comme un despote doit se croire en péril. Chapitre 7
continuation du même sujet. Le principe de la monarchie se corrompt lorsque les premières dignités sont les marques de la première servitude. Lorsqu'on ôte aux grands le respect des peuples et qu'on les rend de vils instruments du pouvoir arbitraire. Il se corrompt encore plus lorsque l'honneur a été mis en contradiction avec les honneurs et que l'on peut être à la fois couvert d'infamie et de dignité. Il se corrompt lorsque le prince change sa justice en sévérité, lorsqu'il met, comme les empereurs romains, une tête de méduse sur sa poitrine, lorsqu'il prend cet air menaçant et terrible que Commode faisait donner à ses statues. Le principe de la monarchie se corrompt lorsque des âmes singulièrement lâches tirent vanité de la grandeur que pourrait avoir leur servitude, et qu'elles croient que ce qui fait que l'on doit tout au prince fait que l'on ne doit rien à sa patrie. Mais s'il est vrai, ce que l'on a vu dans tous les temps, qu'à mesure que le pouvoir du monarque devient immense, sa sûreté diminue, corrompre ce pouvoir jusqu'à le faire changer de nature, n'est-ce pas un crime de lèse-majesté contre lui ? Chapitre 8. Danger de la corruption du principe du gouvernement monarchique. L'inconvénient n'est pas lorsque l'État passe d'un gouvernement modéré à un gouvernement modéré, comme de la République à la monarchie, ou de la monarchie à la République, mais quand il tombe et se précipite du gouvernement modéré au despotisme. La plupart des peuples d'Europe sont encore gouvernés par les mœurs. Mais si, par un long abus du pouvoir, si par une grande conquête, le despotisme s'établissait à un certain point, il n'y aurait pas de mœurs ni de climat qui tinssent, et dans cette belle partie du monde, la nature humaine souffrirait, au moins pour un temps, les insultes qu'on lui fait dans les trois autres. Chapitre 9. Combien la noblesse est portée à défendre le trône. La noblesse anglaise s'ensevelit avec Charles Ier sous les débris du trône. Et avant cela, lorsque Philippe II fit entendre aux oreilles des Français le mot de liberté, la couronne fut toujours soutenue par cette noblesse qui tient à honneur d'obéir à un roi, mais qui regarde comme la souveraine infamie de partager la puissance avec le peuple. On a vu la maison d'Autriche travailler sans relâche à opprimer la noblesse hongroise. Elle ignorait de quel prix elle lui serait quelques jours. Elle cherchait chez ces peuples de l'argent qui n'y était pas. Elle ne voyait pas des hommes qui y étaient. Lorsque tant de princes partageaient entre eux ces États, toutes les pièces de sa monarchie, immobiles et sans action, tombaient pour ainsi dire les unes sur les autres. Il n'y avait de vie que dans cette noblesse qui s'indigna, oublia tout pour combattre, et crut qu'il était de sa gloire de périr et de pardonner. Chapitre 10. De la corruption du principe du gouvernement despotique. Le principe du gouvernement despotique se corrompt sans cesse, parce qu'il est corrompu par sa nature. Les autres gouvernements périssent parce que des accidents particulier en viole le principe. Celui-ci périt par son vice intérieur lorsque quelque cause accidentelle n'empêche point son principe de se corrompre. Il ne se maintient donc que quand des circonstances tirées du climat, de la religion, de la situation ou du génie du peuple le forcent à suivre quelque ordre et à souffrir quelques règles. Ces choses force sa nature sans la changer. Sa férocité reste. Elle est, pour quelque temps, apprivoisée. Chapitre 11. Effet naturel de la bonté et de la corruption des principes. Lorsque les principes du gouvernement sont une fois corrompus, les meilleures lois deviennent mauvaises et se tournent contre l'État. Lorsque les principes en sont sains, les mauvaises ont l'effet des bonnes. La force du principe entraîne tout.
Les Crétois, pour tenir les premiers magistrats dans la dépendance des lois, employaient un moyen bien singulier, c'était celui de l'insurrection. Une partie des citoyens se soulevait, mettait en fuite les magistrats et les obligeait de rentrer dans la condition privée. Cela était censé fait en conséquence de la loi. Une institution pareille qui établissait la sédition pour empêcher l'abus du pouvoir semblait devoir renverser quelque république que ce fût. Elle ne détruisit pas celle de Crète. Voici pourquoi. Lorsque les anciens voulaient parler d'un peuple qui avait le plus grand amour pour la patrie, ils citaient les Crétois. La patrie, disait Platon, nom si tendre aux Crétois. Il l'appelait d'un nom qui exprime l'amour d'une mère pour ses enfants. Or, l'amour de la patrie corrige tout. Les lois de Pologne ont aussi leur insurrection. Mais les inconvénients qui en résultent font bien voir que le seul peuple de Crète était en état d'employer avec succès un pareil remède. Les exercices de la gymnastique établis chez les Grecs ne dépendirent pas moins de la bonté du principe du gouvernement. Ce furent les Lacédémoniens et les Crétois, dit Platon, qui ouvrirent ces académies fameuses qui leur firent tenir dans le monde un rang si distingué. La pudeur s'alarma d'abord, mais elle céda à l'utilité publique. Du temps de Platon, ces institutions étaient admirables. Elles se rapportaient à un grand objet, qui était l'art militaire, mais lorsque les Grecs n'eurent plus de vertu, elles détruisirent l'art militaire même. On ne descendit plus sur l'arène pour se former, mais pour se corrompre. Plutarque nous dit que, de son temps, les Romains pensaient que ces jeux avaient été la principale cause de la servitude où étaient tombés les Grecs. C'était, au contraire, la servitude des Grecs qui avait corrompu ces exercices. Du temps de Plutarque, les parcs où l'on combattait à nu et les jeux de lutte rendaient les jeunes gens lâches, les portaient à un amour infâme et n'en faisaient que des baladins. Mais du temps d'Épaminondas, l'exercice de la lutte faisait gagner aux Thébains la bataille de Leuctre. Il y a peu de lois qui ne soient bonnes lorsque l'État n'a point perdu ses principes. Et, comme disait Épicure en parlant des richesses, ce n'est point la liqueur qui est corrompue, c'est le vase. Chapitre 12, continuation du même sujet. On prenait à Rome les juges dans l'ordre des sénateurs. Les Gracques transportèrent cette prérogative aux chevaliers. Drusus la donna aux sénateurs et aux chevaliers. Sylla aux sénateurs seuls. Cotta aux sénateurs, aux chevaliers et aux trésoriers de l'épargne. César exclut ces derniers. Antoine fit des décuries de sénateurs, de chevaliers et de centurions. Quand une république est corrompue, on ne peut remédier à aucun des maux qui naissent. Qu'en notant la corruption et en rappelant les principes, toute autre corruption est ou inutile ou un nouveau mal. Pendant que Rome conserva ses principes, les jugements purent être sans abus entre les mains des sénateurs, mais quand elle fut corrompue, à quelque corps que ce fût qu'on transporta les jugements, aux sénateurs, aux chevaliers, aux trésoriers de l'épargne, à deux de ces corps, à tous les trois ensemble, à quelque autre corps que ce fût, on était toujours mal. Les chevaliers n'avaient pas plus de vertu que les sénateurs, les trésoriers de l'épargne, pas plus que les chevaliers, et ceux-ci aussi peu que les centurions. Lorsque le peuple de Rome eut obtenu qu'il aurait part aux magistratures patriciennes, il était naturel de penser que ces flatteurs allaient être les arbitres du gouvernement. Non. L'on vit ce peuple qui rendait les magistratures communes aux plébéiens élire toujours des patriciens. Parce qu'il était vertueux, il était magnanime. Parce qu'il était libre, il dédaignait le pouvoir. Mais lorsqu'il eut perdu ses principes, plus il eut de pouvoir, moins il eut de ménagement, jusqu'à ce qu'enfin
devenu son propre tyran et son propre esclave, il perdit la force de la liberté pour tomber dans la faiblesse de la licence. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.